Mon fils a ri et a dit « Tu as toujours été un poids dans notre vie, maman. Reste à la maison pour Noël. » J'ai répondu « Alors je vais arrêter de payer les mensualités de ta maison qui sont à mon nom. » Toute la salle s'est figée dans un silence absolu, et il a demandé « Quelle mensualité ?» C'était la veille de Noël, le 23 décembre 2023, à 18h30, dans la maison de ma belle-fille Élise à Paris, dans le 16e arrondissement, avenue Foch, dans l'un de ces immeubles élégants des années 90, avec un concierge en uniforme et un hall en marbre. Toute la famille était réunie dans le salon. Mon fils Antoine, 32 ans, ma belle-fille Élise, 29 ans, mes deux petits-enfants, Léa, 8 ans, et Hugo, 5 ans, et moi, Eliane Moreau, 68 ans, retraité de la BNP Paribas après 40 ans de service loyal. L'odeur du chapon rôtissant au four se mélangeait au parfum coûteux d'Élise, l'un de ces parfums français de créateurs qui coûtent plus que mon salaire d'une semaine entière. Les lumières du sapin de Noël clignotaient dans un rythme hypnotique, se reflétant sur les décorations dorées qu'elle tenait à acheter chaque année dans les boutiques chics des Champs Élysées. Les enfants jouaient sur le tapis persan, un autre cadeau de ma part, soit dit en passant. Pendant que les adultes conversaient sur le canapé en cuir italien, tout a commencé quand Élise, avec son air supérieur, cette posture de quelqu'un qui pense être né dans un milieu aisé, a annoncé les plans pour le réveillon. Elle était assise dans le fauteuil principal, celui en velours bleu que j'avais acheté pour eux l'année dernière, portant une robe rouge qui avait coûté plus de 800 €. Je le sais parce que j'ai vu l'étiquette quand elle l'avait oubliée dans le sac. Cette année, nous allons passer le réveillon dans la maison de ma famille à Deauville. Elle parlait en touchant ses cheveux fraîchement colorés au salon. Ces reflets blonds qu'elle retouche tous les 2 mois. Ce sera dans la maison de plage de ma tante Sonia, celle avec piscine et barbecue sur la terrasse. Il y aura des feux d'artifice sur la plage, toute la famille réunie. Elle a fait une pause, m'a regardé avec ce sourire faux que je connaissais si bien et a complété. « Madame Eliane, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est la famille, le sang du sang. Vous pouvez rester tranquillement ici à la maison. Regardez TF1. Préparez votre petit dîner. » J'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine, comme si quelqu'un avait fait un nœud. 40 ans à élever ce garçon, seul après que son père nous ait abandonnés, quand j'étais enceinte de 6 mois, et maintenant j'étais traitée comme une étrangère. Mais j'ai avalé ma salive, respiré profondément, essayé de garder ma contenance. Après tout, c'était la veille de Noël. Les enfants étaient là, mais le pire était encore à venir. Antoine, mon fils unique, assis sur ce canapé en cuir que j'avais acheté pour eux avec la prime de fin d'année l'an dernier, a éclaté de rire. Ce n'était pas un petit rire nerveux, non, c'était un rire moqueur, de ceux qui font sentir la personne toute petite. « Ouais, maman, » a-t-il dit, étalé sur le canapé comme un adolescent mal élevé, en pleine crise. « Tu as toujours été un poids dans notre vie de toute façon. Reste à la maison pour Noël, regarde tes émissions, fais ta petite cuisine. On a besoin d'un peu de temps pour être une vraie famille, tu comprends ?» Élise a lâché un petit rire malveillant et a couvert sa bouche avec la main, comme si elle essayait de cacher qu'elle trouvait la situation amusante. Les petits-enfants ont arrêté de jouer et m'ont regardé avec leurs yeux confus, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et moi, mon Dieu, j'ai senti une colère monter comme un feu dans ma poitrine, un mélange de douleur, d'indignation et de révolte, qui a presque failli me faire tomber mal. Mes mains ont commencé à trembler, mon cœur s'est emballé et j'ai senti ce goût amer dans la bouche qui vient toujours quand on est très nerveux. 40 ans à me tuer au travail, à sortir de la maison à 6 heures du matin pour prendre le métro bondé, à supporter un chef grossier, à économiser chaque centime pour donner une belle vie à ce garçon, et il m'appelle un poids devant sa femme et ses propres enfants. C'est là qu'une étrange calme m'a envahi. Vous savez, ce moment où on est tellement indigné qu'on arrête de ressentir quoi que ce soit. Je me suis levé lentement de la chaise. J'ai arrangé mon chemisier, j'ai regardé mon fils droit dans les yeux, et j'ai parlé d'une voix que je ne savais même pas que j'avais. Alors d'accord, Antoine, si je suis un poids dans votre vie, je vais faciliter les choses. Je vais arrêter de payer les mensualités de ta maison qui sont à mon nom. Le silence qui est tombé dans cette pièce était à couper au couteau. Élise est devenue blanche comme un linge, la bouche entr'ouverte, comme si elle avait vu un fantôme. Hugo s'est arrêté au milieu de son jeu avec sa petite voiture. Léa m'a regardé avec ses grands yeux, sans comprendre. Et Antoine, mon fils, m'a regardé avec un visage de quelqu'un qui vient de se réveiller d'un rêve complètement perdu.
Quelle mensualité, maman? À ce moment précis, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé jusqu'aux os. Mon propre fils, mon fils unique, n'avait pas la moindre idée de comment il avait obtenu cette belle maison de 3 chambres dans le 6e arrondissement, avec vue sur le bois de Boulogne, estimée à plus de 200 000 euros. Il pensait vraiment avoir tout conquis seul avec son salaire d'analyste en système qui, à l'époque, ne dépassait pas 4 000 euros. Mon cœur s'est emballé encore plus. Mes mains ont tremblé tellement que j'ai dû m'appuyer sur la table basse pour ne pas perdre l'équilibre. 40 ans de sacrifices, de renoncements à tout pour son bonheur. Et mon fils ne savait même pas comment il avait obtenu le toit sous lequel il élevait ses propres enfants. « Comment ça, quelle mensualité, Antoine ?» a demandé Élise. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait vraiment inquiète, pas supérieure. J'ai regardé les deux, ces deux adultes qui vivaient dans une bulle de fantaisie, et j'ai pensé, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai créé? Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette veille de Noël n'était que le début d'une découverte qui allait tout changer pour toujours. Revenons un peu en arrière pour expliquer comment j'en suis arrivé à ce moment dévastateur de la veille de Noël. Parce que vous devez comprendre que cette histoire n'est pas arrivée du jour au lendemain. C'était une construction lente, sur des années et des années de petits signes que j'ai ignorés, pensant que c'était seulement dans ma tête. Je m'appelle Eliane Moreau, j'ai 68 ans, je suis veuve dans les faits depuis mes 28 ans, quand mon mari m'a quittée enceinte de 6 mois pour vivre avec une fille de 19 ans qu'il avait rencontrée au travail. À l'époque, je travaillais comme employé de banque à la BNP Paribas, je gagnais une misère, je vivais dans un petit appartement de 2 pièces dans le 15e arrondissement que mon père m'avait laissé en héritage. Quand Antoine m'a abandonné, comme ça, sans prévenir, il a laissé un petit mot sur la table de la cuisine, disant qu'il avait trouvé le grand amour. J'ai pensé que ma vie était finie. J'étais enceinte, seule, avec un salaire qui suffisait à peine à me nourrir, encore moins à élever un enfant. Mais une femme française ne se laisse pas abattre facilement. J'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis concentré sur le travail et sur mon ventre qui grandissait. Pendant 40 ans, chaque euro qui restait de mon salaire allait vers l'avenir de mon garçon. J'ai commencé comme employé, gagnant 1 500 euros. J'ai suivi des cours du soir. Je me suis spécialisé et j'ai terminé ma carrière comme chargé de clientèle haut de gamme, gagnant 4 200 euros. Antoine est né le 15 mars 1991 à 2 heures du matin à la maternité de l'hôpital Cochin. J'avais économisé pendant toute la grossesse pour payer une clinique privée parce que je voulais qu'il naisse dans la dignité la plus totale. Je me souviens encore de son premier cri, de son petit visage rouge et ridé, de ses petits doigts qui s'accrochaient à mon doigt. Dès son plus jeune âge, il a été ma priorité absolue. J'ai payé une école privée, le collège Stanislas dans le 6, qui coûtait à l'époque 350 euros par mois. C'était presque un tiers de mon salaire, mais je faisais tous les sacrifices. Pendant que les autres mères achetaient des vêtements, j'achetais des livres pour lui. Pendant qu'elles allaient chez le coiffeur, j'économisais pour le cours d'anglais d'Antoine à l'Alliance française. Mais déjà à l'adolescence, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Il s'attendait à ce que tout lui tombe du ciel. « Maman, tous mes copains ont une console de jeu », disait-il à 14 ans. Et je courais. Je faisais des heures supplémentaires. Je prenais des prêts pour acheter cette PlayStation qui coûtait 500 euros à l'époque. « Maman, j'ai besoin de baskets de marque pour ne pas avoir honte à l'école. » Et là encore, j'allais acheter ces Nike à 180 euros. Je justifiais toujours. C'est le fils unique. Le pauvre, il n'a pas de père. Je vais lui donner tout ce dont il a besoin. Mais en regardant en arrière, je me rends compte que j'ai créé un monstre de dépendance. Quand il a terminé le lycée, Antoine a voulu faire des études d'informatique à Sciences Po Paris. Vous savez combien coûtaient ces études à l'époque? Plus de 3 000 euros par an. Je gagnais 3 800 euros, donc plus de la moitié de mon salaire allait à ses frais de scolarité. J'ai dû prendre un prêt à la banque, utiliser mon épargne, vendre même quelques bijoux que ma mère m'avait laissés. Mais je pensais, c'est un investissement pour son avenir. Quand il sera diplômé, il aura une belle vie. Il s'occupera de moi quand je serai vieille. Pendant les 5 années d'études, Antoine n'a jamais travaillé, ni stage, ni petit boulot le week-end. « Maman, je dois me concentrer sur mes études, disait-il. Et j'étais d'accord. Je payais les études, les fournitures, les transports, la nourriture, les vêtements, tout. Quand il a obtenu son diplôme en 2014, il a trouvé un emploi dans une entreprise de technologie près de la Défense
gagnant 3200 €. J'étais tellement fier, mon fils, diplômé d'une grande école, gagnant un salaire décent à 23 ans. Mais c'est là que les premiers signes étranges ont commencé. Antoine a rencontré Élise lors d'une fête de fin d'études en 2015. Elle avait 20 et 1 an, elle avait étudié le marketing à l'ESSEC, famille de classe moyenne de Versailles. À l'époque, je l'avais même bien aimée. Elle semblait une jeune fille polie, sympathique, toujours bien habillée. Mais dès les premières visites chez nous, j'ai commencé à remarquer des attitudes bizarres. Élise avait une manie de faire des remarques délicates. « Madame Eliane, vous ne trouvez pas que ces rideaux sont un peu anciens pour un appartement si joli ?» disait-elle en touchant ses cheveux avec cet air supérieur. « Ces meubles sont vintage, n'est-ce pas? Style rétro. C'est intéressant. » Je me sentais mal à l'aise, mais je pensais, c'est une jeune fille. Elle a d'autres goûts. Le pire était quand elle commentait mes vêtements. « Madame Eliane, ce chemisier est joli. Il a dû coûter cher, non? J'en ai vu un pareil dans un grand magasin l'autre jour, toujours avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mais ce qui me dérangeait le plus était comment elle traitait la nourriture que je préparais. Je me donnais toujours du mal quand il venait déjeuner. Je faisais ce bœuf bourguignon qu'Antoine adorait, des pommes de terre bien dorées, des haricots verts. Et Élise avait toujours un commentaire, « C'est bien relevé. Vous les Parisiens, vous aimez la cuisine bien assaisonnée, hein? Ou alors je suis en train d'essayer de réduire les glucides. Madame Eliane, vous avez une petite salade ?» Ils ont été ensemble 3 ans et se sont mariés en 2018. La fête a eu lieu au club de la famille d'Élise à Versailles et j'ai payé la moitié de tout. 5 000 € de ma poche, la robe de mariée, la décoration, la musique, les pièces montées. Je voulais que mon fils ait un beau mariage. Après le mariage, ils ont loué un appartement de 2 pièces dans le 16e, près de leurs travaux. Antoine avait été promu et gagnait maintenant 3 800 €. Élise travaillait dans une petite agence de publicité et gagnait 2 600 €. Ensemble, ils gagnaient presque 6 500 €, ce qui était un bon revenu pour un jeune couple. Mais en 2019, quand Léa est née, tout a changé. Ils sont venus pleurer chez moi un dimanche après-midi, le bébé dans les bras, tous les deux avec un air désespéré. « Maman », a dit Antoine avec ce ton dramatique qu'il avait depuis petit, « on doit quitter cet appartement. 2 pièces, c'est trop petit pour la famille. Léa mérite une maison avec de l'espace pour jouer. » Élise a complété en berçant la petite. « Madame Eliane, on a trouvé une belle maison dans le Sizier, avenue Foch, près du bois. 3 chambres, 2 salles de bain, une jolie terrasse, mais c'est cher. 850 000 €. Mon cœur s'est serré quand j'ai entendu le prix. C'était plus d'argent que je n'en avais vu de toute ma vie. On n'a même pas d'apport, ni de dossier pour un crédit, a continué Antoine. Élise est en congé maternité. Moi seul, je travaille. La banque n'approuve pas le crédit seulement à mon nom. C'est là que mon cœur de mère a parlé plus fort. J'ai regardé cette petite fille endormie, si petite, si innocente, et j'ai pensé, Eliane, tu as travaillé toute ta vie, tu as économisé, tu as une bonne retraite. À quoi sert l'argent si ce n'est pas pour donner une belle vie à la famille? J'avais à l'époque une retraite de 200 € plus quelques économies. J'ai mis mon appartement du 15e en garantie. J'ai utilisé mon dossier bancaire impeccable, mon historique parfait de 40 ans de paiements à temps, et j'ai financé toute la maison à mon nom. Au début, après leur emménagement dans la nouvelle maison, tout semblait normal. Antoine me rendait visite tous les dimanches. Il amenait les petits-enfants passer le week-end chez moi dans le 15e. Nous déjeunions ensemble. Il m'aidait avec les courses du mois, lavait même la vaisselle après le repas. Mais petit à petit, presque sans que je m'en rende compte, les choses ont changé. « Maman, on est en train d'aménager la nouvelle maison. Il y a encore beaucoup à faire, » disait-il quand je demandais pour la visite du dimanche. Les visites sont devenues plus rares. D'un dimanche sur 2, elles sont passées à 1 fois par mois, puis seulement aux anniversaires et aux fêtes importantes. Élise a commencé à poster sur les réseaux sociaux comme si elle était la propriétaire de tout. « Notre nouvelle maison », disait-elle dans les légendes, montrant le salon décoré. « Notre conquête », quand elle postait la photo de la terrasse, « notre rêve réalisé », quand elle montrait la chambre de Léa bien arrangée. Dans aucune photo, aucun post, aucune légende, elle ne mentionnait mon existence. Et le pire, quand je commentais les photos pour participer à leur vie, elle répondait des jours plus tard, toujours avec des réponses sèches. « Merci, Madame Eliane, content que ça vous plaise. » Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que tout cela n'était que le début d'un schéma bien plus élaboré que je n'aurais jamais pu imaginer.
C'est en août 2021, un mardi chaud et lourd, que j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait vraiment pas. J'étais allé renouveler l'assurance de mon appartement chez l'agent d'assurance Madame Martine, près de la rue de la Convention dans le 15e. C'est une dame d'une 60aine d'années, de la vieille école, un peu stricte mais honnête. J'étais assise sur la chaise en plastique de son petit bureau, qui sentait le papier ancien et le café réchauffé, quand elle a froncé les sourcils en regardant l'ordinateur. « Madame Eliane », a-t-elle dit en ajustant ses lunettes épaisses sur le bout de son nez. « Ici, dans le système, il apparaît que vous avez 2 propriétés à votre nom. Voulez-vous inclure aussi la maison du Césier dans l'assurance? Ça sortira moins cher en tout. » J'ai senti un froid dans le ventre. « Comment ça, Madame Martine? Quelle maison du Césier ?» Elle a tourné l'écran vers moi. Là, c'était clair comme de l'eau de roche. Eliane Moreau, numéro de sécurité sociale, propriétaire d'un appartement rue de la Convention et d'une maison avenue Foch, dans le Césier. Mais ce n'est pas possible, ai-je dit, sentant mon cœur s'accélérer. Cette maison est à mon fils et à ma belle-fille. Madame Martine m'a regardé par-dessus ses lunettes avec l'air de quelqu'un qui en a vu beaucoup dans sa vie. Ma fille, ici dans le système officiel des impôts, il dit que c'est vous la propriétaire. Les documents ne mentent pas. Je suis sorti de là avec une sensation étrange dans la poitrine. Pendant le trajet en métro pour rentrer, j'ai ruminé cela. Comment ça? La maison était à mon nom. Antoine avait toujours dit qu'il construisait son patrimoine, que la maison était à son nom. Le jeudi suivant, je n'ai plus supporté et je suis allé au service des hypothèques à Paris, près du boulevard Saint-Germain. J'ai pris le métro tôt, fait la queue interminable. L'employé, un jeune homme d'une 20aine d'années, un peu impatient, a pris mes papiers et a tapé quelque chose sur l'ordinateur. Après 10 minutes, il a imprimé des documents et me les a donnés. Voici votre certificat de propriété actualisé. J'ai pris les papiers avec les mains tremblantes et j'ai lu lentement, mot par mot. Là, c'était écrit noir sur blanc. Propriétaire Eliane Moreau, prêt immobilier, BNP Paribas, mensualité de 2 400 €, échéance tous les 5 du mois. Je me suis assise sur une chaise en plastique du service et j'ai essayé de comprendre ce que je lisais. La maison était entièrement à mon nom. Le prêt entier était sous ma responsabilité. Les mensualités de 2 400 € sortaient automatiquement de mon compte tous les mois. Comment je ne le savais pas? Comment depuis 2 ans je payais un prêt immobilier sans le savoir? Je suis rentré chez moi et j'ai examiné tous mes relevés bancaires des 3 dernières années. J'ai étalé les papiers sur la table de la cuisine et j'ai commencé à additionner. Prélèvement automatique de 2 400 € tous les 5 du mois, depuis plus de 2 ans, 28 mois, 67 200 € qui étaient sortis de ma retraite pour payer une maison que je pensais être celle de mon fils. Mais ce n'était pas tout. J'ai commencé à identifier d'autres prélèvements étranges. Assurance habitation 250 € par mois, taxe foncière 470 €, charge de copropriété 320 €. Plus de 1 000 € mensuels de dépenses dont je ne savais rien. J'ai appelé la banque. Après 20 minutes de musique d'attente irritante, j'ai eu une conseillère. Madame Moreau, ces prélèvements ont tous été autorisés par vous personnellement à l'agence en mars 2019. Il y a votre signature sur les contrats. Mars 2019. Juste au moment où Antoine et Élise étaient venus avec cette histoire de besoin d'une maison pour Léa. Je me souvenais vaguement avoir signé des papiers, mais ils avaient dit que c'était seulement pour faciliter les démarches, qu'ils transféreraient tout à leur nom plus tard. À partir de là, j'ai commencé à faire attention à leurs dépenses comme jamais auparavant. Quand j'allais leur rendre visite, les rares fois où j'étais encore invité, j'observais tout avec d'autres yeux. Dans le réfrigérateur, il y avait toujours des produits chers, des fromages importés, des vins à plus de 100 €, des fruits hors saison. Élise utilisait des produits de beauté qui coûtaient plus de 300 € le pot. Je voyais les emballages dans la salle de bain. Les vêtements des enfants étaient tous de marque. Petit Bateau, Cyrilius, Bonpoint. Un simple t-shirt coûtait 80 €. Les baskets de Léa étaient des Nike à 240 €. Antoine avait été promu et gagnait maintenant 7 200 €. Élise avait repris le travail dans une agence de publicité moyenne sur les champs, Élysée, gagnant 4 000 €, total 11 200 € nets par mois. Mais leurs dépenses ne correspondaient pas à ce revenu. Voiture neuve tous les ans, toujours financée, restaurant cher tous les week-ends, voyage à Deauville, à Megève, jusqu'à un séjour en Corse qui avait coûté plus de 8 000 €. Quand je leur ai demandé une fois comment ils arrivaient à tout payer,
Antoine m'avait donné cette réponse, que je sais maintenant être un mensonge. « Ah maman, on s'organise bien, on planifie les dépenses. Élise est super avec les tableaux Excel. » En décembre 2021, en rangeant mon sac, un papier est tombé. C'était un relevé de carte bancaire que j'avais reçu par la poste et que je n'avais pas ouvert. Quand j'ai vu le montant de la facture, j'ai failli m'évanouir. 4 300 €. J'ai appelé immédiatement la banque. La conseillère m'a expliqué que j'avais une carte supplémentaire au nom d'Antoine Moreau, mon fils, depuis mars 2019. Le plafond était de 8 000 € et elle était utilisée régulièrement. J'ai protesté. La conseillère a dit que ça avait été demandé par moi à l'agence avec la présence du bénéficiaire. Signature présente. Encore une fois, mars 2019. J'ai demandé l'extrait détaillé des 12 derniers mois. Quand j'ai vu le fichier, j'ai failli avoir un malaise. Antoine avait dépensé plus de 42 000 € sur ma carte en 2021. Restaurants étoilés, vêtements de luxe sur l'avenue Montaigne, électronique, une télévision 85 pouces à 6 800 €, voyage dans des resorts en Bretagne, en Provence, jusqu'à un séjour en Corse à presque 12 000 €. C'est en janvier 2022 que j'ai découvert l'ampleur réelle du schéma. Ma voisine du 4e étage, Madame Albertine, une dame de 75 ans qui habite l'immeuble depuis plus de 30 ans, m'a arrêté dans le couloir avec un air préoccupé. « Eliane, il faut que je te raconte quelque chose. Hier après-midi, ton fils était ici avec un agent immobilier. Il mesurait ton appartement, prenait des photos, parlait de rénovation. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'ai couru chez moi, appelé Antoine. Il a hésité puis répondu avec ce ton désinvolte. « Ah maman, on pensait que tu vis seule dans cet appartement trop grand. Ce serait plus pratique que tu viennes vivre avec nous. On pourrait vendre ton appartement et acheter une maison plus grande avec jardin pour les enfants. » 2 semaines plus tard, je suis allé à la préfecture demander l'historique des véhicules enregistrés à mon nom. Ce que j'ai découvert m'a fait m'asseoir sur le trottoir et presque pleurer. Depuis mars 2019, 3 voitures avaient été financées à mon nom. Une Peugeot 3008, puis une Renault Austral, puis une BMW série 3, avec des mensualités qui s'ajoutaient chaque fois. En additionnant tout, maison 2 400 €, charge 1 000 €, voiture 1 900 €, carte bancaire au moins 2 000 €. Plus de 7 000 € par mois de ma retraite de 4 200 €. Je vivais avec moins de 1 000 € sans le savoir. J'ai continué les investigations et découvert qu'ils avaient inclus toute la famille dans mon contrat de mutuelle de la banque, coûtant 1 800 € par mois. Plus une assurance vie de 200 000 € avec Antoine comme bénéficiaire unique, 450 € par mois. En mars 2022, je n'en pouvais plus et j'ai décidé de confronter Antoine. J'ai préparé un déjeuner avec sa lasagne préférée. Après le repas, je lui ai parlé. Il n'a pas nié. Il a haussé les épaules. « Et alors, maman, tu as un bon dossier, une bonne retraite. C'était plus facile à ton nom, mais la maison est à nous. » Quand j'ai dit que je payais pratiquement toute ma retraite pour leur vie, il a montré une facette que je n'avais jamais vue. « Maman, tu as déjà vécu, déjà profité. Maintenant c'est notre tour. Tu as fait ta part. » Ces mots m'ont glacé. Il a continué en disant que je pouvais venir vivre avec eux, vendre l'appartement, etc. Quand j'ai refusé, il a dit que j'étais égoïste, qu'il fallait penser aux petits-enfants. Les mois suivants, j'ai découvert d'autres emprunts, procurations, etc. La situation était catastrophique. J'étais en déficit de plus de 2 000 € par mois. Mon patrimoine était engagé. Après de nombreuses réflexions, des conseils d'amis et d'un avocat, j'ai décidé de reprendre le contrôle. J'ai engagé une procédure, annulé les procurations, demandé la restitution de la maison. Après des confrontations difficiles, des menaces, des chantages émotionnels avec les petits-enfants, ils ont fini par déménager. J'ai loué la maison pour 4 000 € par mois, stabilisé ma situation financière. Avec le temps, une relation plus saine s'est rétablie avec des limites claires. Les enfants me voient régulièrement. Mon fils a appris la responsabilité, et à 70 ans, je vis la meilleure période de ma vie. L'amour sans limite devient de l'exploitation. La bonté sans frontières devient une faiblesse. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa dignité et enseigner le respect.